qu'est-ce qui pose problème dans ces politiques et qu'est-ce qui est à discuter? Le premier élément, c'est celui que j'ai indiqué, c'est qu'on ne sait pas ce qu'est la mixité sociale. Est-ce qu'une ville mixte, ce serait une ville où la composition sociale de chaque quartier correspondrait à la moyenne statistique des habitants qui habitent la ville. Donc une ville totalement uniforme. Est-ce que c'est ça, une ville mixte? Est-ce que c'est simplement une ville où on observe une relative diversité sociale? Et de ce point de vue-là, les travaux faits par exemple sur la région parisienne par Edmond Pretzeil montrent que l'évolution de la région parisienne est marquée par une accentuation forte des inégalités sociales au debout, c'est-à-dire que d'un côté, on a des quartiers riches qui sont de plus en plus riches, de l'autre côté, on a des quartiers pauvres qui sont de plus en plus pauvres, mais qu'entre ces deux pôles, la grande majorité des quartiers sont des quartiers où il y a du mélange social, mais du mélange social d'ordre différent. C'est-à-dire que le mélange social qu'on peut avoir dans le centre de Saint-Denis n'est pas le même mélange social que celui qu'on peut avoir dans un quartier périurbain, mais on a quand même de la cohabitation de groupes différents. Donc, première question, c'est qu'est-ce que c'est que cette mixité sociale? Et en sachant que bien souvent, derrière l'idée de mixité sociale, il y a euphémisé la question de la mixité ethno-raciale. Deuxième question qui pose problème, c'est pas tant l'idée de la mixité, parce que je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait que la ségrégation est un problème et que le parquage de populations précarisées ou de populations issues de l'immigration est un problème quand ces populations ne peuvent pas sortir de leur quartier. Mais ce qui est problématique, c'est les attendus qu'il y a derrière cette idée de mixité sociale. Le premier attendu, c'est quand même que la mixité sociale, l'absence de mixité sociale serait problématique dans les quartiers populaires. Mais on dit rarement qu'il y a un problème à Neuilly ou dans le 16e arrondissement parce qu'il n'y a pas de mixité sociale et que ces pauvres habitants du 16e arrondissement, ils vivent entre eux et que du coup ça crée un déficit de capital social. Ça, on l'entend rarement. Or, quand on regarde la composition sociale des différents quartiers, on voit que finalement les quartiers les plus homogènes, les plus communautaires, d'une certaine façon, ce sont les quartiers bourgeois. À la fois d'un point de vue des revenus, à la fois d'un point de vue de la composition sociale, à la fois d'un point de vue ethno-racial. Et allant avec cette remarque, on peut arriver à une autre remarque, c'est que finalement, bien souvent, dans les représentations politiques, dans les représentations médiatiques, les quartiers populaires sont considérés comme étant a priori des quartiers à problème. Il suffit de regarder toutes les représentations qu'on peut voir émerger, par exemple, sur les quartiers, sur les villes de la Seine-Saint-Denis, avec des images très souvent caricaturales, comme étant les lieux de la violence, les lieux de l'islamisme radical, les lieux de la domination masculine. Voilà, regardez simplement les publications récentes, faites notamment par des journalistes sur ces quartiers-là, on a des visions très, très schématiques. Si on regarde aussi, par exemple, ce qu'a produit le comité intergouvernemental qui s'était réuni après les attentats de 2015, on a des quartiers populaires qui sont décrits comme des quartiers qui ne seraient plus des quartiers de la République. Donc ces images très négatives pèsent fortement sur ces quartiers, avec l'idée derrière que ce seraient des quartiers d'anomie qui ne pourraient produire rien de positif. Or, un ensemble de travaux montre que ce sont aussi des quartiers de solidarité. Sans nier les difficultés qui s'y concentrent, ce sont aussi des quartiers de solidarité, et ce sont des quartiers où émerge toute une série d'expressions sociales, d'expressions politiques qui sont très, 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 très fortes. Pour vous donner un exemple, je travaille en ce moment sur une recherche sur 10 quartiers populaires du Grand Paris, avec
une équipe de 20 chercheurs où on travaille avec des jeunes à la production d'images, de leur image à eux, de leur quartier. Et il est assez frappant de voir que le quartier où les jeunes issus des classes populaires et issus de l'immigration semblent le plus en difficulté, c'est le 18e arrondissement, contrairement à d'autres quartiers populaires sur lesquels on travaille, comme Nanterre, Saint-Louis, parce que dans le 18e arrondissement, eh bien, les jeunes ont une grande difficulté à s'identifier dans un quartier qui est en voie de gentrification, en voie de transformation importante. Ils ont du mal à trouver un espace de confort entre d'un côté ces phénomènes de gentrification et de l'autre côté eh bien, un quartier dans une ville mondialisée qui est aussi une ville qui accueille beaucoup de réfugiés et donc une présence très forte des réfugiés dans la rue. Et donc ils ont par rapport à d'autres jeunes de quartiers populaires, ils ont une vraie difficulté à s'identifier positivement à leur quartier. Donc la question de la solidarité sociale, la question de la construction symbolique du lieu où on appartient est une dimension importante. Autre question problématique sur la notion de mixité, c'est l'idée qu'en mettant côte à côte des groupes sociaux différents, eh bien, on ferait de l'éducation par exemple. Et ça, c'est une vieille idée qui vient du 19e siècle et qui est encore très présente dans les politiques, notamment de rénovation urbaine. En mettant des classes moyennes dans un quartier populaire, eh bien, on permettra que les classes populaires accèdent à un mode de vie, à une morale majoritaire et qu'elles puissent accéder aussi à un certain nombre de ressources. Or, l'ensemble des travaux que je vous ai cités eh bien, tendent à montrer le contraire, c'est-à-dire à montrer que la mixité sociale conduit bien souvent plus à des tensions qu'à de l'échange entre groupes sociaux. Autre question qui me semble problématique, c'est l'idée que finalement la mixité sociale permettrait d'étaler la pauvreté, dans ce sens-là qu'aujourd'hui sont conduites les politiques de rénovation urbaine, et que donc, et c'est aussi le sens de l'expérience que je vous relatais aux États-Unis, et donc l'idée que si finalement on étalait la pauvreté, on étalait l'altérité d'une certaine façon, eh bien on la verrait moins dans la ville et que ça permettrait d'une certaine façon, si ce n'est de résoudre le problème, du moins de l'occulter. Là aussi, c'est une illusion, parce que on voit bien que les expériences, par exemple, j'ai travaillé sur une recherche sur l'arrivée de populations très précaires dans certains quartiers aisés de Paris. On voit que là aussi que ces populations sont confrontées à des tensions sociales, à des formes de racisme notamment, qui sont importantes. Donc, les politiques de mixité qui sont conduites aujourd'hui, eh bien, se font bien souvent, non pas avec les populations précarisées, mais contre ces populations précarisées. Et quand on regarde les évaluations qui sont faites des opérations conduites par l'Agence nationale de la rénovation urbaine, on voit qu'elles sont très contrastées. C'est-à-dire, ce que montrent ces évaluations, c'est que les populations appartenant le plus aux classes moyennes, celles qui sont le plus stabilisées, peuvent profiter de ces opérations de rénovation urbaine qui peuvent leur permettre quelquefois d'accéder à de meilleurs logements. Mais on voit également que les populations les plus précarisées eh bien, sont souvent repoussées vers des quartiers qui sont encore plus en difficulté ou vers des quartiers qui sont encore plus éloignés de Paris et qu'on assiste finalement à la reconstitution de poches de pauvreté et que donc ces opérations se font contre ces populations très précarisées qui, par ailleurs, par le biais de ces opérations, eh bien, voient souvent tout leur tissu social éclater, alors que pour ces populations, le tissu social, le tissu familial, le tissu ethno-racial, quelquefois, eh bien, est très important pour arriver à survivre dans notre société. Alors, en conclusion, eh bien, bien sûr, il ne s'agit pas d'arriver à la conclusion qu'il faut une ville où chaque groupe vive séparément, mais il s'agit d'interroger ces politiques de mixité sociale et de se demander si, plutôt que de mixité sociale,
il ne faudrait pas plutôt parler de droit à la ville. Droit à la ville, c'est-à-dire eh bien, à la fois, j'avais un collègue qui disait, en parlant des politiques de la ville, qu'il fallait donner aux habitants l'envie de rester dans leur quartier, mais la possibilité d'en partir, s'ils le souhaitaient. Donc le droit à la ville, c'est aussi le droit à la mobilité, c'est aussi le droit à l'accès à toutes les aménités de la ville, au transport, aux services publics de la ville et de la ville centralisée notamment. Le droit à la ville passe finalement par des formes de redistribution sociale qui passent par une vision beaucoup plus large de la politique urbaine, c'est-à-dire non pas ciblant des quartiers considérés comme des quartiers en difficulté, mais travaillons sur la façon dont ces quartiers sont intégrés dans la ville par les systèmes de transport, par le rapport à l'emploi, par le rapport aux équipements, et par ailleurs réinversant le système des inégalités, parce que on est quand même dans une situation où il y a une inégalité, une ségrégation sociale de fait importante. Un enfant qui fait ses études en Seine-Saint-Denis, au bout de sa scolarité, a perdu 1 an de scolarité par rapport à un enfant qui fait ses études à Paris. Pourquoi ? Parce que les enseignants ne sont pas remplacés. Et donc, quand il arrive au moment du bac, il a eu 1 an de scolarité en moins qu'un enfant qui a fait ses études dans une banlieue aisée ou dans le centre de Paris. Regardons aussi le système de santé. Hein. On arrive aujourd'hui dans certains quartiers à des vrais déserts médicaux. Donc, le droit à la ville, c'est d'abord rétablir l'égalité. Donc, c'est le même droit pour tous, c'est la solidarité sociale. Et c'est aussi la question de la reconnaissance de cette diversité des quartiers populaires, d'un pluriculturalisme de fait qui existe dans les quartiers, qui me semble être une dimension très importante d'une réelle mixité, finalement. Donc, qui ne soit pas seulement une mixité conçue d'en haut et fabriquée d'en haut, mais une mixité qui se construise avec les habitants sur une logique de droit à la vie. Merci, très très grand merci Marie-Hélène, merci. Alors, on va passer, je crois, assez naturellement la parole à Sylvie Dacosta. On a bien entendu dans l'intervention de Marie-Hélène Baquet que la question, justement, ces questions du logement, les questions de ghettoisation sont des enjeux sur l'éducation des enfants et sur les chances de réussite et sur les politiques scolaires. Donc voilà, Sylvie, c'est votre travail au sein du secrétariat général de l'enseignement catholique de réfléchir à ces questions-là et d'apporter à la fois une analyse, mais peut-être aussi des perspectives de changement. Ça marche, oui. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et je suis en tout cas ravie que vous puissiez m'accueillir dans votre session. Vous allez vite voir, comprendre que on n'est pas très très éloignés, Marie-Hélène Baquet et moi. Évidemment, moi recentrée sur l'école. Donc voilà. Donc moi, je vais commencer peut-être par resituer très rapidement cette problématique de mixité dans le champ scolaire, en fait. Cette problématique entre dans le champ scolaire en 1998, au départ dans une circulaire de rentrée du ministre de l'Éducation, dans laquelle, en fait, il demande aux recteurs d'académie et aux directeurs des services départementaux de veiller à la régulation des flux d'élèves. Donc, on est bien sur une régulation de flux. L'objectif devant être celui de préserver ou d'instaurer une mixité sociale autant qu'il est possible, je cite. Le texte insiste sur les effets positifs d'une telle mixité. L'hétérogénéité sociale des classes n'est pas un handicap à éviter, mais une richesse qu'il convient d'exploiter. Donc on est en 1998. En 2002, on a le rapport Ebrard, inspecteur général, qui débute ainsi. La concentration dans un même établissement d'enfants issus de milieux sociaux dits défavorisés peut devenir un handicap pour tous ceux qui y sont rassemblés et donc nuire à leur future intégration économique. Elle contribue ainsi non seulement à pénaliser les élèves concernés, mais de plus à faire baisser l'efficacité générale du service public de scolarisation tout en augmentant le coût. Donc on est vraiment là sur des questions économiques. L'auteur poursuit
cependant, si l'école faillit à l'apprentissage patient de l'acceptation de l'autre, c'est-à-dire de la différence, qui pourra prendre en charge la transmission de cet aspect essentiel des valeurs de notre démocratie? Donc là, on est en 2002, et il faudra attendre 2013 pour qu'à la demande de la sénatrice Françoise Carton, le principe de mixité sociale soit inscrit dans le projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école. Donc on a le sentiment souvent quand j'interviens ou quand je parle avec des acteurs de l'école que la mixité est quelque chose dont on leur parle depuis très longtemps et en fait elle apparaît dans la loi seulement en 2013, donc finalement il n'y a pas si longtemps que ça. De quoi parle-t-on quand on parle de mixité dans le champ scolaire? La mixité consiste à rassembler en un même lieu et simultanément des personnes appartenant à des catégories socio-professionnelles, cultures, différences d'âge. Il est intéressant, en tout cas c'est une des premières choses que j'ai notées moi, c'est-à-dire qu'on commence on parle de mixité de manière négative. C'est-à-dire qu'il est intéressant de montrer que parler de mixité à l'école consiste souvent avant tout à parler de non-mixité. C'est-à-dire que la mixité nous interroge en fait quand elle n'existe plus. C'est un concept qui finalement se construit un petit peu à l'envers. Pour le dire assez vite, puisque Marie-Hélène l'a rappelé, la mixité est donc le contraire de la ségrégation, qui consiste en une mise à distance volontaire d'un groupe défini par une particularité quelconque. L'une de ces ségrégations les plus flagrantes, évidemment, est bien celle des territoires. On le voit d'ailleurs aujourd'hui dans la plupart... les problèmes sociaux apparaissent. L'actualité nous montre que les territoires oubliés existent. De fait, la représentation socioculturelle ou ethnique est différente si l'on se situe en centre-ville, en banlieue, mais aussi en milieu rural. On utilise d'ailleurs essentiellement le terme ségrégation lorsqu'on pointe les quartiers défavorisés. Et si la notion de ségrégation concerne davantage ces quartiers, c'est parce que cette notion sous-entend l'idée de non-choix. Les familles populaires ont rarement aujourd'hui les moyens de choisir leur lieu de vie, à l'inverse de milieux plus aisés. Pourtant, les catégories très favorisées peuvent également se mettre volontairement à distance en utilisant différentes stratégies. On va parler alors d'un entre-soi, et l'école peut être une de ces stratégies. On remarque que l'école est souvent plus ségrégée que le quartier dans lequel elle se situe. Il existe donc bien une construction de la ségrégation par l'école. Et si on peut lui demander de pallier la politique de la ville de ces 60 dernières années, et plus, puisqu'on vient de l'entendre, elle a cependant bien une carte à jouer pour favoriser la mixité au sein des établissements. Donc, dans ce contexte peu régulé, contrairement à l'enseignement catholique avec la carte scolaire, l'enseignement catholique doit s'interroger sur le rôle qu'il joue dans la construction de cette ségrégation. Et c'est pourquoi donc, j'ai été missionnée par le secrétaire général de l'enseignement catholique il y a 2 ans, pour travailler sur cette question au sein de l'enseignement catholique. Les données nationales, et on ne peut pas les ignorer, montrent des écarts importants entre l'enseignement public et l'enseignement privé. Elles montrent une disparité entre l'enseignement public et l'enseignement catholique, avec notamment 20 points d'écart dans l'accueil des familles issues de familles défavorisées. Cependant, lorsque nous approchons des diocèses puis des établissements, la réalité est beaucoup plus complexe en fonction des territoires. C'est toujours une question d'échelle, en fait, la question des CSP et des mixités. De manière générale, nous notons une forte représentation des catégories moyennes dans l'enseignement catholique. On ne le dit pas assez. Elles représentent presque 1/3 des effectifs, mais à l'échelle des communes, par exemple, cette représentation peut atteindre plus de 40% des effectifs. On a, par exemple, 49% de population, catégorie moyenne dans les établissements catholiques de Lourdes. On a 54% de catégorie moyenne dans les établissements d'Aubervilliers, établissements privés catholiques. Donc c'est souvent le cas, comme je vous le disais, dans les petites communes rurales ou alors dans les quartiers plutôt populaires. Donc on pourrait dire paradoxalement que la mixité est plutôt représentée dans l'enseignement privé catholique. Et encore une fois, qu'est-ce que ça signifie que la mixité? Par exemple, à Aubervilliers, on a évidemment beaucoup de populations moyennes, mais ce ne sont pas forcément ces populations qui habitent dans le quartier. Donc, dans l'établissement, on ne va pas retrouver la population autour du quartier. Donc, c'est ce qui peut interroger, poser question. Les raisons qui influencent le choix des familles sont multiples, mais on peut en distinguer 2 principales. Donc, dans les quartiers populaires, les établissements catholiques sont souvent utilisés comme des établissements refuges, en fait, qui permettent à des familles qui n'ont pas choisi le lieu d'habitation de choisir le lieu d'école de leurs enfants. C'est ce qui ressort de nombreuses enquêtes autour du choix des parents, puisque les établissements catholiques apparaissent alors comme des lieux
avec un cadre sécurisant, des lieux protégés, et encore abordables financièrement par ces catégories moyennes. En milieu rural, ça va être différent. C'est la tradition familiale, le maillage géographique, la présence d'internats au sein des établissements qui constituent un avantage qui peut influencer la décision des parents, notamment à l'entrée du collège. Parce qu'évidemment, en général, les choses changent à l'entrée du collège. L'entrée du collège, c'est généralement le moment du choix pour ces familles. Quand à l'école, on accompagne son enfant, on rencontre les enseignants, on rencontre les familles qui partagent la même école, on discute à la sortie de l'école. Au collège, les choses se compliquent un petit peu. L'adolescent a moins envie d'être accompagné, il n'organise plus de goûter, par exemple d'anniversaire, et la famille recherche un relais qu'elle ne va plus pouvoir assurer à la sortie de l'école. L'établissement catholique peut devenir ce relais parce qu'on a le sentiment que les familles qui vont faire cette démarche de l'enseignement catholique ont les mêmes valeurs, et ça rassure. Et de fait, on ne peut pas reprocher à des parents de faire ce choix qui leur semble le meilleur à un moment donné. Finalement, que des personnes aiment à se retrouver avec d'autres qui leur ressemblent ne pose pas de difficulté et semble même assez naturel. C'est donc bien au niveau de l'école, en tout cas des institutions, des établissements, que la question doit être posée de la mixité, et pas forcément au niveau des familles. L'ouverture des établissements catholiques est indiquée dans la loi, c'est-à-dire les établissements qui sont en contrat avec l'État, et de fait, elle existe. Donc, je vous ai montré qu'on pouvait avoir des disparités en fonction des CSP, en fonction des quartiers, en fonction des territoires, évidemment. Mais l'enseignement catholique est ouvert à tous. De nombreux établissements de l'enseignement catholique prennent cette question à bras-le-corps, représentent les familles de leur quartier. Et on peut voir des actions intéressantes que je vais essayer de vous montrer avec quelques exemples. Souvent, je me suis rendu compte, en intervenant auprès d'équipes, que les chefs d'établissement n'avaient pas conscience de qui étaient les élèves de leurs établissements. C'est-à-dire d'où ils viennent, qui sont leurs familles. Ils ont une idée à peu près, évidemment, mais assez rarement, de manière très objective. Donc, ça m'a permis de mettre en avant l'importance pour un chef d'établissement de réaliser un état des lieux de sa structure, permettant de bien identifier sa population, parce que je pars du principe que c'est à partir du moment où on connaît sa population qu'on va pouvoir travailler finalement avec les élèves que l'on accueille. Certains chefs d'établissement d'ailleurs ont eu l'agréable surprise de se rendre compte qu'ils n'étaient pas les établissements élitistes qu'on pouvait entendre autour dans les médias ou même par rapport à leurs collègues. C'est-à-dire qu'en faisant un état des lieux, ils se sont rendus compte qu'ils finalement ils représentaient assez bien la population de leur quartier. Les interventions que je peux faire en fonction de demandes très diverses ont toujours pour moi le but de donner la possibilité aux différents interlocuteurs d'échanger, d'exprimer des doutes et des questionnements. Parce qu'évidemment, beaucoup de ce que je vous disais, c'est-à-dire que de diocèses mettent en place des conditions pour cet accueil de tous. Et l'accueil de tous qu'on le retrouve dans la plupart des projets d'établissement. Si certains projets d'établissement annoncent l'accueil de tous, mais on peut se poser la question, qui sont ces tous ? Un chef d'établissement me disait de manière très ironique, les tous, c'est tous ceux qu'on veut. On a quand même des établissements qui ont de vrais projets d'établissement, c'est-à-dire c'est écrit noir sur blanc, et de fait, l'accueil de tous est bien au centre de leurs préoccupations quotidiennes, dans les équipes éducatives, dans la classe, dans la cour, dans la relation aux familles, dans la pratique pédagogique. Je travaille avec un établissement, une petite école de Vannes, qui se situe au sein d'un quartier très populaire. On a 270 élèves. 170 élèves sont des élèves en fait de la communauté turque du quartier. Donc 270 élèves, 70 élèves de français de souche, pour utiliser une expression qui veut dire ce qu'elle veut dire. Et on a dans cette école on a mis en place en fait des pratiques, une manière de faire très intéressante, et tout ça se vit de manière très sereine, très naturellement. En fait, la sphère scolaire, et c'est ça qui est intéressant, a cette particularité de regrouper dans un même endroit des enfants et adolescents issus d'une société dans laquelle l'école s'insère et qui a en charge de les aider à comprendre et à vivre au sein de cette société. Ça peut paraître quelquefois assez paradoxal. L'école est d'ailleurs très souvent le premier lieu de diversité qu'un enfant va fréquenter régulièrement. Et dans le cas de jeunes nouvellement arrivés sur le territoire, l'école est la première confrontation avec ce que le langage courant nomme une culture différente. L'école, c'est aussi le lieu où l'enseignant, par son intervention,
va donner un sens à cette diversité. Donc on voit bien que d'un seul coup, l'enseignant se retrouve avec sur les épaules une charge assez importante. Il faut le prendre en compte. On voit d'un seul coup les épaules s'abaissent au fur et à mesure qu'on lui demande de pallier certaines difficultés. Donc cette école qui est un lieu où l'enseignement, par son intervention, donne sens à la diversité, c'est ce qu'a pu me dire un chef d'établissement du Havre. En fait, il m'expliquait que pour lui, qui accueille beaucoup d'enfants issus de catégories plutôt défavorisées, mais aussi beaucoup d'enfants de confession musulmane, m'expliquait que pour lui, c'était important parce que les filles, ça permettait aux filles finalement des quartiers de côtoyer une autre manière de penser, en tout cas que celle dans laquelle la famille pouvait l'emmener. C'est-à-dire que la fille, dans certaines familles, par exemple, le fait de faire des études, c'est pas forcément une priorité. Le fait de venir dans un établissement privé catholique permet, en tout cas, de montrer qu'il existe une autre manière de penser, quelle que soit l'origine ou les confessions musulmanes. Et tout l'intérêt de l'enseignement catholique aussi, c'est de pouvoir, à l'intérieur de l'établissement, parler religion. Ce qui n'est pas toujours le cas dans l'enseignement public. On a souvent, c'est souvent les familles, par exemple, de confession musulmane, recherchent aussi l'enseignement catholique pour ça, pour avoir cette possibilité d'interroger leur propre religion. Nombreux sont les exemples où le multiculturalisme des classes n'entraîne cependant pas une interaction sereine et constructive, permettant le dialogue. On retrouve même quelquefois à l'intérieur des établissements scolaires une catégorisation plus ou moins consciente des différences ethniques en présence. Il suffit d'étudier les cours de récréation, par exemple. La cour de récréation est généralement le lieu idéal d'observation où l'on peut voir se former des clans. En fonction des activités partagées à l'extérieur de l'école, le sport, la musique, on se regroupe, on fait du tennis, on fait du foot, voilà, pour prendre des extrêmes peut-être. Et au pire, on peut aussi se rassembler en fonction de la couleur de peau. Il n'est pas rare, par exemple, dans des écoles, de voir que dans la cour, on retrouve ce qu'on pourrait appeler des tribus que les jeunes mettent en place à l'extérieur de l'école. Comme le rappelle Françoise Lorcerie, effectivement, l'enseignement ou la présentation des cultures à l'école ne produit pas une école interculturelle. Ce n'est pas parce qu'on va mettre des enfants différents ensemble qu'on va forcément présenter une école interculturelle. Ce n'est pas une condition suffisante, et peut-être même une condition nécessaire. Ce qui est crucial, par contre, c'est le régime de la communication en classe. Nous voyons bien que la mixité se construit. Il ne s'agit pas d'une injonction à, mais de se mettre en projet et en réflexion et de prendre conscience que l'école a le pouvoir d'agir et de transformer un peu la réalité. Quand je discute avec des équipes, c'est souvent ce que je leur... On a une idée, un objectif un peu loin, et c'est compliqué quelquefois d'atteindre cet objectif. En fait, travailler sur la mixité, c'est travailler sur des petits pas, des petites choses qu'on a les moyens de transformer au quotidien. Dans une même classe se côtoient des parcours extrêmement divers que les enseignants, malgré la meilleure volonté qui peut être la leur, ne peuvent embrasser totalement. De fait, la réalité sur le terrain, en tout cas, m'a amené, moi, à rencontrer d'étranges classes. Par exemple, dans un petit établissement d'Hendaye, une classe, j'ai mené un entretien avec 10 élèves, ce qu'on appelle une classe FLE, donc 10 élèves de 11 à 14 ans venant du Sénégal, du Brésil, de Roumanie, de Pologne, du Canada, d'Afrique du Nord. Pour certains, le voyage entre le point de départ et l'arrivée dans l'établissement a été long et quelquefois difficile. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'Alexandre, qui né au Portugal. Il habite aujourd'hui depuis 6 mois en Espagne. Walid, lui, est marocain. Il est né en Espagne. Il a habité 4 ans en Belgique et en France. Et reparti en Pologne et revenu à Hendaye depuis 6 mois. On a aussi Francis, qui est canadien. Et lui est arrivé, a vécu 2 ans en Espagne avant d'arriver de nouveau à Hendaye. 11 langues sont parlées dans ce groupe de 10 élèves. L'espagnol, le portugais, le basque, le roumain, le polonais, l'arabe, l'anglais, l'allemand, le wolof et le sérère. Et pour quelques-uns, un peu de français. Alors, certains d'entre eux sont capables de communiquer en 3 langues, par exemple. Et l'entretien que nous avons mené, en tout cas l'entretien que j'ai mené moi, c'était la première fois que je menais un entretien comme celui-ci, s'est déroulé dans un climat plurilingue très intéressant,
où chacun pouvait compter sur l'un et l'autre pour traduire les questions et les réponses. D'un seul coup, je me retrouvais dans une situation, moi, où je ne maîtrisais plus. Je posais ma question en français, il se passait quelque chose, et les uns les autres répondaient dans leur langue, et il s'est repassé quelque chose pour qu'on me la traduise en français. Donc c'était plutôt intéressant. Dans un autre établissement dans le nord de la France, nous avons rencontré 4 mineurs non accompagnés, âgés de 14 ans et 15 ans, 2 Guinéens et 2 Pakistanais. Leur parcours migratoire très long et éprouvant les ont conduits dans ce collège français. L'équipe éducative a décidé de les accompagner scolairement en mettant en place un dispositif maison, leur permettant d'acquérir très vite quelques bribes de français pour 2 d'entre eux. En fait, c'est un groupe scolaire, donc ces 2 grands adolescents étaient accueillis le matin dans une classe de CM1, voilà, pour apprendre le français, en tout cas pour travailler leur français. Et puis l'après-midi, ils retournaient dans leur classe d'âge au collège. Donc c'est aussi très intéressant de voir cette cour de récréation où on a ces élèves et puis ces 4 adolescents plutôt grands. Et ce qui est très intéressant de constater, et en tout cas c'est ce que l'équipe éducative me disait, c'est que d'un seul coup, il y a eu une espèce de régulation créée par eux dans la cour de récréation. Les petits conflits entre élèves, l'équipe éducative me disait, je ne sais pas pourquoi, on n'en a plus, c'est pris en charge. On a finalement des adolescents, pour nous sont des adolescents, mais qui, de par leur parcours, de par leur éducation, sont déjà des adultes dans leur pays. Et donc ils ont une manière de travailler. Je donne un exemple, dans une classe, on a 2 élèves mineurs non accompagnés. J'étais là, donc c'était très intéressant. Il se passe quelque chose, un goûter est organisé, une canette de coca disparaît. L'enseignant dit, mais où est la canette de coca? Et les 2 élèves, ont dit, bah, c'est lui, monsieur. Évidemment, les autres, mais pourquoi tu te dis, pourquoi tu nous dénonces? Mais en fait, non, tu n'as pas le droit de voler. C'est pas à toi. Donc tu rends. Donc de manière très naturelle, en fait, les choses se mettent comme ça en place dans les classes, dans les cours de récré. Donc voilà, c'est toujours très intéressant à observer. On rencontre également effectivement aussi de nombreuses classes où les élèves sont nés en France, mais dont les parcours et les références culturelles, la langue d'usage les éloignent de ce qu'on appelle les codes scolaires. Et souvent quand on parle de culture différente, je dis toujours aux enseignants, faites attention, est-ce que c'est une culture, est-ce que c'est une non-culture, pas de culture, une culture scolaire différente? Culture scolaire, ça veut dire simplement que ces enfants-là n'ont pas les mêmes codes, n'ont pas les codes des enseignants, n'ont pas les codes de famille qui sont habitués à l'école. Et on va prendre un exemple tout simple, un groupe d'enseignants travaille autour de la langue et décide de travailler autour des contes et légendes. Et très vite, les questions se sont posées parce que, par exemple, les 3 petits cochons ou boucles d'or, pour certains enfants, ça ne signifie rien, pour certaines familles non plus. Donc, ce sont des petites choses très simples auxquelles il faut faire attention constamment. Parce qu'en fait, effectivement, l'un des premiers obstacles vient du fait que tous ces enfants ne sont pas prêts à fonctionner comme des élèves dès qu'ils rentrent dans l'école, pas plus que les familles comme des familles d'écoliers dès qu'elles déposent leurs enfants à l'école. La culture scolaire s'explique et on oublie souvent que les élèves et leurs familles ne comprennent pas ce que l'école leur demande. C'est tout simple. Un exemple aussi, un exercice de mathématiques. J'ai un mur à peindre. Combien de litres de peinture vont m'être utiles? Un enfant qui a compris les codes scolaires calcule l'air, fait la transition entre les deux. Un enfant qui n'a pas les codes scolaires va dire j'achète 5 litres, je peins le mur et s'il ment. Et il a raison aussi. C'est-à-dire que dans la vie, il a raison et c'est sûrement comme ça que dans la vie, il fera. Donc, ce n'est pas une culture qui est meilleure que l'autre, mais ce sont simplement des codes qui sont différents. Et on voit bien tout de suite ce que ça peut entraîner en termes de difficultés scolaires, et pour l'enseignant, évidemment, et pour l'élève ou la famille. La mission de l'école est donc double, puisqu'elle doit établir ce lien de confiance et en même temps permettre aux enfants et aux adolescents de se construire, quelquefois même contre les codes familiaux, grâce au savoir scolaire pour devenir des adultes responsables et capables de penser le monde. Je vais reprendre quelques pistes quelques clés en fait compréhension, pistes d'action, je ne sais pas comment on peut nommer ça. Je reprends un article très intéressant qui concerne le travail social, un article de Gilles Verbunt qui travaillait beaucoup sur ces questions.
et qui propose quelques éléments de réflexion. Je pense qu'il serait pertinent de les regarder par rapport à l'école. La première chose, établir les conditions du dialogue. Pour cela, il est nécessaire de se réinterroger soi-même afin de se mettre dans une posture d'écoute. C'est un petit peu ce que je viens de vous dire par différents exemples. Cela passe par un travail de déconstruction de ses propres valeurs et la prise de conscience de la relativité de son propre système de valeurs. J'aime beaucoup cet auteur, Michel Sauquet, qui nous parle de prudence et nous invite à ne pas imaginer que nos évidences sont toujours partagées par les autres. Il est utile dans ces situations de prendre l'habitude de se poser un minimum de questions sur les représentations que chacun a des notions supposées communes, sur les codes et les pratiques. Nos évidences ne sont pas forcément celles de l'autre, nos références et notre situation sociale non plus, nos formatages initiaux et notre éducation encore moins. Je vais reprendre un exemple parce que je crois que c'est ce qui parle le plus. Un chef d'établissement m'expliquait qu'il souhaitait inviter un papa à venir le voir dans son bureau, papa d'origine africaine, dont la fille excellente à l'école. Donc il voulait recevoir ce papa pour lui dire qu'il fallait pousser sa fille à faire des études, voilà, finalement le féliciter sur le travail de cette jeune fille. Et le papa ne s'est pas présenté à la premier rendez-vous, ni au deuxième, ni au troisième. Le chef d'établissement était un peu étonné. Un jour, il sort de l'établissement, il voit le papa et il lui pose la question. Il lui dit « Mais pourquoi vous n'êtes pas rentré ?» Alors le papa répond « Je ne peux pas rentrer dans l'établissement ». Le chef d'établissement très étonné, et pourquoi ? Il lui dit parce que sur l'établissement, il y a une petite pancarte où il est indiqué interdit aux personnes étrangères. Tout simplement. Donc, c'est juste pour souligner, ça paraît anecdotique, mais ça souligne les malentendus, en fait, qu'il peut y avoir quelquefois, et finalement des erreurs que l'on peut faire de part et d'autre sans s'en rendre compte. Deuxième point que Gilles Verbunt donne par rapport au travail social, prendre le temps de la rencontre, donc c'est un petit peu ce que je viens de dire, pour éviter les impairs grossiers. Donc j'aurai d'autres exemples, mais peut-être qu'on verra tout à l'heure dans les questions. S'assurer qu'on va être compris dans la classe, c'est-à-dire quand on est enseignant. Là, j'ai encore un exemple, mais celui-là, je le donne parce qu'il est vraiment savoureux. J'étais dans un établissement avec ce qu'on appelle la papothèque, toujours dans cet établissement de Vannes. La papothèque est un endroit où on réunit les parents régulièrement pour qu'ils discutent. Et une maman discute et dit, maman de la communauté turque, dit ma fille, depuis la rentrée, rentre et elle me dit qu'elle joue avec la petite souris. Alors les autres mamans étonnées, les enseignants encore plus, qui essayent de se dire mais pourquoi elle joue avec la petite souris, ne comprennent pas. Tout ça se passe et une autre maman dans le groupe parle de sa découverte de Montessori. Et la maman dit mais voilà, c'est ça, elle joue avec la petite souris. Donc moi, bien sûr, je note, je parle avec l'enseignante après, je lui dis mais comment vous avez expliqué la méthode Montessori ? Est-ce que la maman était là ? Et l'enseignante me dit oui, la maman était là. Donc l'enseignante me dit, je pense qu'il faut que je refasse une réunion et que je réexplique ce que c'est que la méthode Montessori. Donc voilà, de nouveau un malentendu, une incompréhension. Voilà. Donc, et puis enfin, le dernier point qui est intéressant, faire preuve d'empathie. Ça paraît assez logique après tous ces exemples que j'ai pu vous donner. Donc pour conclure, en fait, je vais simplement conclure en disant que accueillir l'autre, en tout cas intégrer un enfant culturellement différent. Quand je dis culturellement différent, c'est parce qu'il n'a pas les codes scolaires, par exemple, ou alors un enfant qui ne parle pas la langue. Ou quelquefois, ce sont des petits gestes, c'est ce que je vous disais, et il suffit d'accompagner les équipes, travailler sur des petits objets, ce que j'appelle des petits objets, pour que les choses... on n'a pas besoin forcément de plus de moyens. On a surtout besoin de formation à la compréhension et à l'explication. Voilà, donc je pense qu'on pourra en développer un peu plus pendant les questions. Un très très grand merci, Sylvie, qui nous donne une belle perspective de ce travail d'éducation dans ces sociétés, dans ce monde pluriculturel. Alors moi j'ai envie de commencer peut-être par une ou deux questions avant de vous passer la parole. On a un bel état des lieux
sur la question des quartiers, la question urbaine, hein, et sur la question de l'éducation, justement de cette société pluriculturelle. Moi, j'aimerais que peut-être creuser un tout petit peu pour continuer à aller dans le sens de la journée. Quel avenir vous voyez ? Comment vous voyez l'avenir ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Et puis peut-être, qu'est-ce qui est déjà fait ? Est-ce que vous avez des petites lueurs à nous donner ? On va commencer par vous. Alors, d'abord, je crois que le premier point, c'est de noter que cette société multiculturelle, elle existe, hein, de fait, oui. Et de fait, elle fonctionne. Oui. Voilà, elle fonctionne avec des tensions, avec des difficultés. J'ai fait, il y a 2 ans, j'ai fait un grand voyage d'1 mois en banlieue parisienne. Voilà. Mais je suis partie pendant 1 mois, sac à dos, le long de la ligne du RER B. J'ai refait le voyage qu'avait fait Maspero il y a 30 ans. Et en fait, j'ai été frappée, je le savais intellectuellement, mais j'ai été frappée d'abord de cette diversité qu'on voit, y compris aux Franches de Roissy, hein, dans les petits villages aux Franches de Roissy. Alors, il y a à la fois des villages très préservés, et puis il y a des villages comme Le Tillet, où dans le centre-ville, il n'y a que des populations africaines, noires. Donc, et il y a un mélange. Mais j'ai aussi été frappée par la présence des Pakistanais, des Indiens, des Asiatiques dont on ne parle pas, qui sont totalement invisibilisés. Donc voilà, cette société multiculturelle, ce n'est pas que l'islam dont on nous rabat les oreilles en permanence. On est dans une société très, très diverse et qui fonctionne. Donc je pense qu'il faut pas... C'est déjà un premier point. C'est-à-dire, oui, il y a des tensions. Bien sûr, j'ai relevé plein de remarques voilà, qu'on peut qualifier de racistes, des gens qui disent moi j'habite là mais pas à côté, les gens d'à côté c'est pas les mêmes, mais n'empêche qu'ils vivent à côté. Donc, et que ça pour moi c'est déjà un point positif, parce que cette mondialisation par le bas elle existe et elle vit de fait. Alors quelle piste? Moi, il me semble que tout ce qui a été dit sur la question scolaire, on peut aussi le rabattre sur la question sociale et la question urbaine. J'avais fait maintenant c'était en 2013, donc il y a 5 ans déjà, un rapport avec Mohamed Meshmash sur la question sur la participation des habitants dans les quartiers populaires. J'avais rendu au ministre François Lamy. Et par exemple, une des propositions qu'on faisait, c'était de dire les politiques de la ville, il faut les co-construire avec les habitants. Et par exemple, on penserait sans doute autrement la rénovation urbaine si on la co-construisait avec les citoyens. Aujourd'hui, c'est une question qui est largement à l'ordre du jour, mais dans laquelle on n'entend pas beaucoup les quartiers populaires, en allant chercher les populations les plus en difficulté. Et un des éléments qu'on avançait, ça fait vraiment écho à ce que vous dites sur l'école, on disait il faut aussi de la co-formation, parce qu'on dit souvent les habitants... ils ont du mal à participer au débat, il faut les former, mais il faut aussi former les professionnels et il faut aussi former les élus. Et donc, on préconisait, par exemple, quand de nouveaux enseignants arrivent dans une école, vous avez raison, ils ne connaissent pas les quartiers dans lesquels ils vont habiter, ils ne connaissent pas la diversité d'origine de ces quartiers. Eh bien, il faudrait des formations, mais qui soient données par les associations, par les habitants, et qui leur permettent de comprendre où est-ce qu'ils arrivent. Donc, voilà, ces éléments de connaissance mutuelle me semblent vraiment importants. Donc, ça, c'est un deuxième élément. Donc, premier élément, faire avec les habitants la reconnaissance mutuelle, et ça veut dire aussi du coup reconnaître quand j'insistais sur la reconnaissance, c'est reconnaître cette diversité et lui laisser une place. Dans mon voyage, là, j'ai assisté à une discussion entre des représentants de la communauté chinoise à Aubervilliers et puis le responsable de la vie associative qui discutaient. Donc la municipalité avait mis à disposition de la communauté chinoise des lieux pour pouvoir faire des tournois de ping-pong. Et puis le responsable associatif disait peut-être que maintenant vos tournois de ping-pong vous pouvez les ouvrir à d'autres, donc sans l'imposer, mais en proposant l'ouverture. Donc la reconnaissance, c'est ça aussi, c'est-à-dire reconnaître les propositions, ce qui émerge des communautés, donc reconnaître qu'il existe des formes de communautés au lieu de se centrer sur une phobie communautariste qui est vraiment problématique en France, et en même temps amener à l'ouverture et au dialogue.
Et il me semble qu'il y a plein de choses qui se passent de fait autour de ça. Alors, cette question, elle rebondit bien sûr aussi sur l'éducation. Alors, moi, il y a deux points sur lesquels j'aimerais vous interroger, parce qu'en effet, il y a un très très beau travail des équipes éducatives, et je veux absolument leur rendre hommage, mais en même temps, il reste un point quand même par rapport à l'enseignement catholique, c'est que l'école dans laquelle vont les enfants, et vous l'avez très très bien dit, c'est un choix des parents. Ça veut dire que derrière, il y a des parents, il y a une famille, même si on peut réussir à faire bouger les lignes, il y a des familles qui ont fait un choix pour l'enfant, ça veut dire qu'elles auront un projet pour leur enfant, elles ont un projet éducatif. Donc, d'une certaine façon, vous ne touchez pas les populations pour lesquelles il n'y a pas de projet familial. Voilà. Comment rejoindre ces jeunes-là qui, en général, sont dans l'école où ils arrivent finalement simplement par la loi. Ça, c'est une première question. Et ensuite, quand on parle d'éducation, on parle beaucoup d'éducation dans les quartiers, on va dire, où il y a beaucoup de mixité, où il y a plus de difficultés. Mais est-ce qu'on pense à cette question d'éducation ? Là, c'est une vraie question, parce que d'éducation du regard, d'éducation à vivre ensemble, pardon si ce mot est un peu banal, dans les lieux les plus favorisés. Alors, deux questions qui ne sont pas très simples quand même. Pardon. Sur le choix des familles, ben oui, évidemment, c'est-à-dire que l'enseignement catholique, c'est le choix des familles. Donc, la manière peut-être d'y répondre, déjà, c'est de communiquer sur qu'est-ce que l'école privée catholique, parce que je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais on a quelquefois une méconnaissance, c'est-à-dire à l'extérieur de l'enseignement catholique, de ce qu'est l'enseignement catholique. On a en tête des articles médiatiques pas toujours favorables, on a en tête des CSP, on imagine que c'est très cher, que c'est pas fait pour nous. Et quand on rentre dedans, on se rend compte que ces questions-là, alors dans des endroits évidemment qu'elles existent, mais en tout cas il y a une espèce de méconnaissance et entre les deux types d'enseignement. Alors on ne peut pas obliger les familles à avoir un projet éducatif. C'est compliqué. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire, et c'est peut-être ma mission, c'est de montrer que dans des écoles, on peut avoir un projet qui correspond à des familles très diverses. Et c'est justement là-dessus que moi j'insiste avec les écoles, valoriser, je parle des écoles qu'on ne valorise pas souvent, valoriser ce que vous faites, montrer ce que vous faites, montrer comment vous réussissez avec des enfants qui peuvent être issus de milieux très défavorisés. Quand les enfants, on a souvent le sentiment que les enfants issus de milieux défavorisés ont des difficultés scolaires. Eh bien, allons voir, montrons ce que ces enfants-là font ensuite, quelle est leur orientation, comment ils travaillent, c'est-à-dire communiquer et valoriser le travail de ces équipes pour pouvoir l'ouvrir. Alors, j'entends votre question, parce que moi, c'est aussi une question que j'ai posée au départ en arrivant. Quand on me dit que l'enseignement catholique, c'est le choix des familles. Quand dans un établissement, on a 30 places et qu'on a 150 familles, d'un seul coup, c'est plus le choix des familles. C'est bien le chef d'établissement qui décide des 30 familles qui vont rentrer. Et là aussi, on a un travail à faire. C'est-à-dire, comment je fais pour décider, ou en tout cas pour faire que cette ouverture soit la plus grande possible. Donc ça, c'est une question qui est un peu plus... voilà. C'est vraiment une histoire de communiquer, de comment on peut faire. Et puis, la deuxième question, où j'ai oublié un petit peu ce que vous m'avez dit. Je suis désolée. Pardon. Et quand on parle d'éducation, d'éducation du regard, oui, dans l'autre, du vivre ensemble, c'est surtout dans les milieux à mixité sociale forte, mais dans les milieux un peu réservés, où là on est dans de CSP++, est-ce qu'on parle de cette question d'éducation et d'ouverture à la mixité ?
Alors oui, on en parle parce qu'il y a des établissements avec des CCSP++ qui ont des projets d'ouverture à la solidarité. Donc on va en tout cas favoriser le travail, la présence associative. On va demander à des élèves de s'engager dans une association. Donc ça existe. Voilà. Mais là encore, on peut être sur du discours. C'est-à-dire, on peut dire, quelquefois, on a des projets de solidarité très très loin et pas forcément dans son quartier. Donc je pense qu'en valorisant le travail qui est mené dans des établissements qui travaillent avec une vraie mixité, en montrant l'intérêt, parce que c'est intéressant de voir ces équipes qui réussissent à mener leurs élèves au bout d'un cycle, par exemple. C'est une vraie joie de la part de ces équipes, en montrant le travail réalisé par ces établissements peut-être plus ouverts. On peut peut-être essayer d'influencer un petit peu d'autres établissements. Voilà. Mais là aussi, on est sur... c'est un travail de réseau, c'est un établissement qui travaille sur la mixité, un établissement catholique qui va travailler sur la mixité. Dans un quartier, s'il le fait tout seul, c'est compliqué. Parce que lui, il va essayer d'ouvrir. Si le petit copain d'à côté, lui, a décidé de continuer d'accueillir des familles très favorisées, on sent bien que, voilà. Donc, c'est une question de réseau, d'entente, de communication, de travail entre établissements. Merci. Si je me suis permis ces questions, c'est parce que je crois profondément dans la mission et dans le travail que fait l'enseignement catholique, et je savais que vous pouviez répondre. Merci. Voilà. Si on peut passer des questions maintenant, s'il y a des micros qui peuvent circuler, parce que la salle a sans doute des questions. On va prendre les questions 3 par 3, si vous permettez. À la sociologue, la question, quelle est la politique de la ville du gouvernement actuel? Et à l'autre dame, que pensez-vous de l'actuel ministre de l'Éducation nationale? On m'a pas précisé dans l'animation s'il y avait des jokers. Voilà. Merci. Alors, on continue. On prend d'autres questions. Pour la politique de la ville et les quartiers populaires, je crois qu'il y a eu, alors j'y connais rien, hein, mais il y a eu quelque chose fait par Monsieur Borloo et ça a été mis au placard. Et je voulais savoir s'il y avait des choses intéressantes et pourquoi ça a été mis au placard, ce qu'il y a à faire avancer encore. Merci. Est-ce qu'il y a une troisième série de questions? Première question, c'est en ce qui concerne l'urbanisme et de co-créer avec les habitants. Je me suis rendu compte, en tout cas dans un quartier plutôt favorisé, la co-création faisait qu'on était plutôt centré, arc-bouté sur des perspectives individuelles. Pour être très clair, dans un quartier peut-être un peu bobo ou en tout cas très familial, la création d'une ZAC entraîne plutôt des associations de défense du quartier et pas forcément une association pour trouver des chemins d'ouverture. Donc, voilà, co-création, certes, formation, comment. Et par rapport à l'éducation nationale, ou en tout cas à vous, madame, ma question est la suivante. Il me semble que les écoles hors contrat se développent à une vitesse phénoménale. Enfin, j'ai entendu parler de 20% de croissance de ces écoles. Pour vous, c'est un indicateur de quoi? Merci. On va prendre ces premières questions. Alors, peut-être d'abord, je vais d'abord vous passer la parole, peut-être Marie-Hélène. Donc, la question, c'était la politique actuelle, la politique actuelle du gouvernement. Ensuite, le rapport Borloo, dont on avait beaucoup parlé, qu'est-ce qu'il est devenu? Et après, les tentations individualistes dans les projets de co-création avec les habitants. Alors, la politique de la ville du gouvernement actuel, elle est proche de zéro. C'est-à-dire que, un des éléments de la politique de la ville, ça a déjà été la suppression des emplois aidés, donc 200 000 emplois aidés supprimés de façon générale, qui ont d'abord touché les petites associations des quartiers populaires. Donc, on a, c'est un plan social énorme. Donc, on a beaucoup de petites associations
qui sont aujourd'hui en grande difficulté. Donc ça, c'est le premier élément. Et effectivement, on voit rien s'affirmer comme orientation spécifique de ce gouvernement, si ce n'est qu'il continue le virage qui avait déjà été engagé avant, c'est-à-dire le centrage sur le renouvellement urbain. Donc ça les grands projets de rénovation urbaine qui continuent en étant rarement discutés par les habitants. Et par ailleurs, un centrage sécuritaire aussi, avec un retour, on parle d'un retour des forces de police dans les quartiers populaires, mais qui se fait... Là, on est typiquement dans une question quand même très, très compliquée, qui est la question de la tension autour des police-population dans ces quartiers-là, qui pourrait être tout à fait dénouée et retravaillée par un véritable travail participatif. J'ai assisté par exemple au Canada à des expériences où la police vient rendre des comptes tous les mois à la population. Donc elle joue un rôle de gardien de la paix et non pas ce rôle sécuritaire dans lequel elle est confinée aujourd'hui en France. Donc voilà, pour le moment, on ne peut pas parler vraiment d'une politique de la ville du gouvernement actuel, ni en termes d'investissement financier, ni en termes d'une démarche nouvelle qui serait impulsée. Le rapport Borloo avait comme intérêt déjà de relever et de rappeler des inégalités très fortes que vivent ces quartiers, et de rappeler que l'État y investit beaucoup moins que dans d'autres quartiers, contrairement à ce qu'on peut entendre. La politique de la ville, c'est 1% du budget de l'État, c'est moins de 1% du budget de l'État, donc c'est rien. Donc il avait au moins ce mérite-là, et il avait le mérite d'indiquer et de proposer qu'il y ait de nouveau de l'argent qui soit remis dans ces quartiers, et non pas, comme certains l'avancent, des quartiers qui seraient des puits sans fond, mais simplement pour arriver à l'égalité de traitement. Donc, à mon sens, une des limites de ce rapport, c'était sa démarche encore très centralisée, venant d'en haut. Il n'y avait rien dans le rapport sur les questions de participation, sur la façon de travailler autrement. Il y avait encore la proposition de création d'agences nationales. Et je suis convaincue qu'on avancera dans les quartiers populaires qu'en travaillant avec les habitants, avec les citoyens, qu'en construisant les politiques locales avec eux, et non pas en continuant à décider à leur place. Donc voilà, c'était à mon sens sa limite, mais de toute façon, il a été mis sur le côté. Alors, la question de la participation dans les projets urbains, c'est vrai quand on travaille, je sais pas vu qui c'est qui posait la question. Ah d'accord. C'est vrai quand on travaille à l'échelle locale, il y a effectivement ce risque-là. Et moi aussi, j'habite dans un quartier parisien où la population se mobilise contre la création, la réalisation d'une opération qui va accueillir des logements sociaux. Il y a effectivement ce risque-là. Après, toute la question est de savoir comment et où on mène les débats, et à quelle échelle. Quand on travaille dans un quartier populaire, où on va travailler avec les habitants sur la rénovation de leur quartier, les risques d'égoïsme locaux, ils sont quand même beaucoup plus restreints, d'une part, et par ailleurs, l'enjeu, c'est de travailler sur la diversité des besoins, la diversité des approches, qui peuvent être parfois conflictuelles, parce que les habitants, effectivement, ils sont pas un. Mais il me semble qu'en allant chercher l'ensemble des habitants, y compris ceux qui d'habitude ne participent pas au débat public, notamment les jeunes par exemple, qui en sont souvent exclus, les populations les plus en difficulté, celles qui ne parlent pas français, donc c'est-à-dire faire un effort de traduction, c'est-à-dire aller les chercher, en faisant en sorte qu'il y ait des véritables enjeux dans ces dynamiques participatives, parce que bien souvent, quand on organise un débat participatif, les choix urbains ont déjà été faits, eh bien, il me semble qu'il y a des possibilités de mobiliser et d'avoir dans le débat public des argumentations autour d'un certain nombre de projets.
Je pense par exemple à un débat dans le 20e arrondissement où il y avait eu tout un débat sur l'installation d'une salle de shoot, d'accompagnement de toxicomanes, où les populations locales étaient très réticentes à l'installation de cette salle et où le débat public a permis de convaincre ces associations et de convaincre des habitants que oui, on pouvait installer ce type d'équipement à certaines conditions et en l'accompagnant d'une démarche. Donc il y a aussi la possibilité dans le débat public, dans la mesure où on travaille vraiment sur un échange d'arguments, où l'ensemble, surtout des populations, soit présente, qu'il y ait une montée en généralité, que l'intérêt collectif se construise dans le débat public. Parce que le problème, c'est que bien souvent, on nous parle d'intérêt général, mais qui détermine l'intérêt général ? C'est souvent l'État, des hauts fonctionnaires qui le déterminent en fonction de logiques qu'on peut tout à fait discuter. Donc moi, il me semble que l'intérêt général, il peut se construire conflictuellement à condition que toutes les parties prenantes soient présentes et que la discussion ne se fasse pas au détriment des plus précaires, ce qui malheureusement est bien souvent le cas. Donc je ne dis pas que c'est quelque chose de facile, mais il me semble que sur le fond, il me semble que de toute façon aujourd'hui on ne peut pas faire autrement. Voilà, à moins de continuer à aller dans le mur. Donc politiquement, et qu'on a une société qui est en crise démocratique. Et que la seule solution de s'en sortir, c'est de travailler ensemble. Merci de nous avoir rappelé cette notion essentielle du dialogue qui, là, peut être sans doute notée comme une pierre d'avenir. Ouais. Alors, Sylvie, on va peut-être éviter la question qui touchait la personne, mais on peut peut-être basculer sur cette question en faisant le versus de celle qui avait été posée par rapport à la politique de la ville. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la politique du gouvernement en termes d'éducation nationale joue sur des ressorts qui peuvent être des ressorts d'avenir qui correspondent aux valeurs que vous essayez de travailler? On peut peut-être prendre la question sous cet aspect-là. Et puis la deuxième question, c'est pour vous, quel indicateur donne cette poussée actuelle des écoles hors contrat? Donc par rapport évidemment au ministre de l'Éducation, depuis 20 ans que je travaille sur les questions d'éducation, j'ai appris à attendre, à ne pas me prononcer trop rapidement. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire moi aujourd'hui de cette politique menée par le ministre de l'Éducation? Pour moi, deux interrogations. La première, c'est le terme d'évaluation qui revient très 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 souvent dans le discours de du ministre de l'Éducation. Évidemment, je ne suis pas, et on ne peut pas être contre l'évaluation. C'est intéressant quel que soit le projet qu'on mène, qu'il soit associatif, mais qu'il soit dans une école et qu'il soit sur une politique, c'est intéressant d'avoir des critères, des indicateurs et de mesurer. Donc si on est dans de l'évaluation comme ça, c'est intéressant. Mais qu'est-ce que l'évaluation? Comment on la met en place? Moi, ça reste des questions. Sur la question de l'autonomie, par exemple, donner plus d'autonomie aux établissements. Et là, je ne me situe pas dans l'enseignement catholique, évidemment. Je me dis pourquoi pas, si c'est justement la possibilité pour un établissement de mettre en place des dispositifs, de sortir peut-être un peu des cadres pour pouvoir finalement faire ce que certains établissements de l'enseignement catholique font. Donc, autonomie, pourquoi pas, mais encore une fois, qu'est-ce que ça signifie? Autonomie, voilà, est-ce que ça signifie justement de faire des économies? J'en sais rien. Donc, mais par contre, la question vraiment, moi, qui m'interroge, c'est est-ce qu'on part des initiatives locales? Est-ce qu'on va voir ce qui se passe dans les établissements? Est-ce qu'on interroge les gens qui sont... on revient à ce qu'on disait sur la politique de la ville. Est-ce qu'on interroge? Est-ce qu'on fait avec? Là, pour le coup, c'est la même interrogation. C'est-à-dire, sur les politiques d'éducation, moi, je suis toujours très, très étonnée de constater que ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'initiatives qui se mettent en place, de dispositifs qui se créent, d'équipes qui inventent.
Et je ne sais pas pourquoi, finalement, on ne voit pas on ne voit pas plus haut, quoi. Donc ça m'interroge. Voilà. Donc, en fait, je suis pleine d'interrogations. Pourquoi pas l'évaluation, pourquoi pas, mais comment? L'autonomie, pourquoi pas, mais comment? Donc, voilà. Et puis sur les écoles hors contrat, alors là, ça nous interroge tous. L'école hors contrat, c'est un moment des familles qui ne retrouvent pas dans le système qu'on leur propose, enseignement catholique, enseignement public, quelque chose qui leur correspond. Est-ce que c'est finalement un renfermement sur soi-même, un entre-soi exagéré? Est-ce que alors on peut avoir des écoles en plus qui sont confessionnelles ou pas? Je pense que ça interroge notre système éducatif, c'est-à-dire que ces familles ne se retrouvent pas. Donc comment faire pour recréer du dialogue avec ces familles qui ont le sentiment que le projet qu'elles portent pour leurs enfants n'est pas le projet qu'on propose aujourd'hui. Donc je crois que là aussi, c'est un indicateur peut-être de peur, de renfermement. Mais en même temps, ça nous interroge parce que pourquoi ces familles ont besoin d'aller ailleurs ou de créer autre chose. Encore une fois, discutons, rentrons en dialogue et pour comprendre. Elle reste, même si effectivement on a une augmentation, ça reste encore assez marginal pour l'instant. Oui, juste deux petits points sur les politiques d'éducation nationale, donc par une universitaire et qui me viennent aussi des jeunes avec lesquels je travaille, notamment au Aubervilliers. Une grande inquiétude sur la réforme du bac, exprimée par les jeunes, notamment sur la valeur nationale de leur diplôme, sachant que ça s'accompagne donc de la mise en œuvre de Parcoursup et que ce qu'on a vu l'an dernier dans les résultats les premiers résultats de Parcoursup, c'est que les jeunes de certaines villes, je pense à Clichy-sous-Bois par exemple, avaient pour plus de 80% reçu des résultats négatifs au premier tour. Donc un sentiment de frustration très fort qui s'exprime chez ces jeunes qui nous ont dit, on nous avait dit qu'avec le bac, on avait accès à l'université et qu'on était dans un système égalitaire et puis en fait, on passe après les autres et donc on aura peut-être accès à l'université, on n'est pas sûr, mais on aura accès à l'université après les autres. Et ça, je pense que c'est quelque chose, c'est un signal assez grave qui est donné aux jeunes de ces quartiers populaires et qui, moi, comme universitaire, m'inquiète fortement. Beaucoup moins, parce que les jeunes classés là, et donc ils recevaient un vœu qui n'était pas, ils recevaient une réponse positive sur une affectation qui n'était pas forcément la première affectation, donc ils n'avaient pas forcément ce qu'ils voulaient. Mais là, ce qui s'est passé avec Parcoursup, c'est qu'en fait, au premier tour de Parcoursup, on a servi les meilleurs, enfin les qui ont été sélectionnés comme les meilleurs, donc 20% qui ont tout eu en fait. Donc ils ont eu tous leurs vœux. Et donc, du coup, ils ont bloqué toute la machine et les autres, on leur a dit, vous aurez une place une fois que ces meilleurs-là auront une place. Donc, de fait, c'est un système de sélection, même si on nous dit que ça n'est pas de la sélection. Mais de fait, c'est un système de sélection et avec cette idée-là que c'est les premiers de cordée. Et donc, l'idée de la méritocratie et qui va tellement à l'encontre de ce qu'on essaie d'enseigner aux jeunes en leur disant que oui, voilà, s'ils travaillent, ils auront une place, etc. Donc, il y a un effet très, très négatif de ce point de vue-là. Merci. Attendez, s'il vous plaît. Le problème, c'est que c'est opaque, que le défenseur des droits a demandé à ce que les critères soient donnés publiquement. Par exemple, moi-même à Nanterre, dans le département où j'enseigne, je ne sais pas quels ont été les critères et on ne nous les a pas donnés. Donc, il y a une série d'universités qui ont mis des critères géographiques, bien sûr, dans la sélection. Donc, on ne connaît pas les critères. Merci. Voilà, toute petite précision, puis nous allons devoir arrêter. Mais 1 minute. Merci. Oui, simplement, je me permets juste j'ai pas d'idée, je découvre mixité sociale, tout ce qui a été dit, l'éducation
au niveau de tout ce qui est école catholique. Simplement, ce que j'ai entendu tout à l'heure, les contrats aidés n'ont pas été supprimés. Ils ont été modifiés. Aujourd'hui, ils existent, sauf qu'ils sont exclusivement réservés au secteur public et non plus privé, et qu'il y a une obligation de formation par l'employeur durant la formation. Et j'en fais tous les jours. Mais il y en a 200 000 en moins quand même. On a du mal à les pourvoir. Voilà, dans la région où je viens. Voilà, c'est juste pour préciser, Voilà, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Voilà, ce sera l'objet. On ne va pas entrer. S'il vous plaît. On ne va pas entrer dans ce débat. Oui, il y a un débat, c'est vrai. Mais voilà. Si vous voulez bien qu'on se donne encore juste quelques toutes petites minutes pour s'écouter, c'est gentil. Alors, on arrive au bout de ce temps, voilà, qui ouvre encore d'autres réflexions, mais on va devoir en rester là. Je vais demander à chacune de nos intervenantes que je remercie, en 1 minute, 2 minutes, un petit mot de conclusion, le mot de la fin à chacune. On commence par vous, Sylvie. Alors, le mot de la fin, il sera plutôt positif, parce que moi, ce que je vois, en tout cas dans les équipes, je trouve qu'il y a un moment là d'effervescence. Alors, encore une fois, je suis au plus près des équipes, voilà, dans les établissements. Il y a un moment d'effervescence où on s'interroge, on se pose des questions. Et je crois qu'à partir du moment où on se pose des questions, où on s'interroge, eh bien, ça veut dire qu'on est parti pour avancer. Et je trouve que dans les écoles, dans les établissements, ce moment, et on est là, on est au bord de ce moment. Et voilà, donc pour moi, je pense que aujourd'hui, il faut faire confiance en fait à ce qui se passe, aux équipes, et elles-mêmes vont prennent en main, en tout cas, cette mixité des quartiers qu'elles retrouvent dans leur école. Marie-Hélène ? Alors oui, je suis d'accord, il faut faire confiance et il faut s'appuyer sur ce qu'on appelle le pouvoir d'agir des habitants, à la fois individuels et à la fois collectivement. Et en même temps, j'ai une inquiétude parce que je n'ai pas l'impression qu'on aille dans ce sens-là, et j'ai le sentiment qu'on a du mal à l'entendre, ce pouvoir d'agir, même s'il y a plein d'initiatives, il y a une richesse. Les quartiers populaires ne sont pas du tout des quartiers d'anomie, des quartiers où le sens politique aurait disparu. Non, il est toujours là. Mais en même temps, j'ai une inquiétude sur la difficulté qu'on a à les entendre et aussi à leur donner les moyens de leur expression, parce que là, il y a aussi des enjeux de moyens. L'inquiétude est stimulante et en même temps, on entend que ce réel engagement existe et ça c'est vraiment important. Merci. Avant le temps de la pause, merci à chacune.